Nous allons attendre 2 heures. Eh bien, bonjour à tous. Au nom de la FJE et de LexisNexis, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est consacré à la thématique Legal Privilege, secret professionnel, comment protéger les entreprises. Alors, techniquement, juste avant qu'on commence, la session durera environ 1 heure. Je vous propose de poser vos questions dans la rubrique questions qui se situe dans la barre d'outils du webinaire. Les intervenants y répondront à la fin de leur intervention. Je remercie également toutes les personnes qui se sont connectées par téléphone de couper leur micro afin que l'on puisse éviter toutes les interférences. Alors, sans plus tarder, Legal Privilege, secret professionnel, comment protéger les entreprises. Sujet d'actualité, car il existe aujourd'hui en fait de multiples situations où des documents internes à l'entreprise sont susceptibles d'être saisis par une autorité ou communiqués de façon obligatoire à des tiers. Le jury se retrouve alors il se retrouve aujourd'hui confronté à un paradoxe, alors que ces documents ont vocation à informer l'entreprise sur des risques encourus ou la conseiller sur les meilleures options en vue d'éviter ces risques. Les circonstances de saisie et de communication sont nombreuses. Ça peut être une perquisition dans les locaux de l'entreprise, ça peut être aussi la saisie par une autorité administrative indépendante, ça peut être aussi une saisie qui est ordonnée par le tribunal, ça peut être également une mise en œuvre d'une procédure de discovery et ça peut être aussi une notification d'une demande d'autorisation qui impose la présentation de certaines pièces. Alors, dans toutes ces situations, la question se pose, quelle doit être la posture du juriste? Que peut-il faire ou ne pas faire? Et quelle est sa marge de manœuvre? Alors, pour répondre à ces questions, je suis ravie d'accueillir ce matin tout d'abord Marc Mossé. Marc Mossé, directeur juridique et des affaires publiques de Microsoft Europe et président de la FJE. Jean-Charles Savouret, qui est ancien directeur juridique et président d'honneur de la FJE. Et enfin, Thomas Baudesson, avocat associé Clifford Chance et ancien membre du Conseil de l'Ordre. Alors, Marc Mossé, peut-être en introduction, une première question en ce qui concerne le legal privilege des juristes d'entreprise français. À l'image peut-être de toutes ces enquêtes qui ont impliqué des entreprises françaises et des autorités américaines, et plus particulièrement de leur pouvoir d'investigation, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, et la question est éminemment un peu provocatrice, mais d'inégalité des armes des entreprises françaises et même peut-être aller plus loin et parler d'auto-incrimination des entreprises françaises? Merci pour la question. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, vous l'avez dit dans le titre du séminaire, c'est protéger les entreprises. Et c'est ça dont il s'agit ici. C'est un secret pour personne, pour la FJE. La question, non pas du legal privilege, mais du principe de confidentialité, je préfère le dire à la française, parce que ça ne charrie pas les mêmes notions et les mêmes arrière-pensées, et même les mêmes règles, y compris de procédure. Le principe de confidentialité des avis et des consultations des juristes d'entreprise nous paraît un sujet éminemment central dans l'arsenal pour protéger les entreprises françaises et, vous l'avez dit, pour rétablir l'égalité des armes pour ceux qui sont habitués aux contentieux, aux procédures contentieuses. La question de l'égalité des armes, c'est un sujet éminemment important pour les entreprises. Et c'est d'autant plus important, vous évoquiez la question de l'auto-incrimination, que nous savons tous, dans les entreprises, avec le développement de la conformité, de la compliance, avec Sapin 2, ce travail interne que nous devons faire en tant que juristes d'entreprise, y compris en partenariat avec nos conseils extérieurs, nos avocats, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Et ce travail d'analyse des risques et de remédiation, le cas échéant, évidemment, nous conduit à écrire des choses, si on veut bien faire ce travail. Et donc, d'une certaine façon, on a vu se développer de plus en plus, au-delà des champs traditionnels du droit tels qu'on les connaissait, ces pratiques liées à la conformité qui nous conduisent à être encore plus précis sur un certain nombre de choses, de faits, et dans nos avis, dans nos consultations internes, d'éclairer un petit peu la vie de l'entreprise sous un jour juridique et sous un jour de remédiation, mais qui évidemment peut exposer un certain nombre d'informations. Et donc, on a introduit dans le droit français de plus en plus la question de la conformité, mais on ne s'est pas doté des outils qui l'accompagnent dans d'autres droits, et notamment dans les droits anglo-saxons. Mais d'une manière générale, au-delà de la question de la conformité, c'est un sujet, la question de la protection des avis, qui est un sujet qui a été pointé au titre, j'ai envie de dire, de la géopolitique du droit. Le rapport de Raphaël Gauvin
qui date maintenant d'un peu plus d'un an, sur la protection des entreprises dans le cadre notamment de l'application extraterritoriale de certaines lois étrangères, a montré que les entreprises françaises, en particulier, pouvaient être exposées. Et je dis les entreprises françaises parce qu'en Europe, on en parlera peut-être, d'autres connaissent la confidentialité des avis des juristes d'entreprise. Et donc, aujourd'hui, il y a un enjeu qui est un enjeu de compétitivité de nos entreprises, d'attractivité de notre droit, de la place du droit en France, et inévitablement de la question qu'on doit se poser du rôle qu'on veut faire jouer au droit dans notre société et évidemment dans la manière dont on protège nos entreprises. Ça n'est pas d'être défensif du tout. Ce n'est pas d'imaginer une quelconque boîte noire, un coffre-fort, un truc. Ça c'est le fantasme qui est vite agité par certains. Non, c'est tout simplement se placer sur le même terrain que les autres et faire en sorte que on cesse une forme de naïveté. De temps en temps, je termine par là, quand on me dit oui, il y a une guerre économique, le droit est un outil de la guerre. Non, moi je reproche rien aux autres. Les autres utilisent le droit comme un outil stratégique. Peut-être qu'il est temps qu'on cesse d'être naïf et qu'on donne au droit la même place que dans d'autres modèles économiques, dans d'autres modèles juridiques, dans d'autres systèmes juridiques. Et l'un des moyens, c'est pas le seul, non plus raconter d'histoire, mais l'un des moyens importants, c'est la question de la confidentialité, du principe de confidentialité. Et mon dernier mot à cet égard sera de dire que pour la FJE, c'est évidemment un sujet majeur. C'est pas le sujet du statut de l'avocat en entreprise. Souvent, on prend ce biais-là pour en parler. Ça, c'est une autre dimension. Je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressante. Ce qui importe pour nous, c'est la confidentialité des avis, des consultations. Et c'est cette dimension-là sur laquelle on doit travailler parce qu'elle a une dimension technique dont Jean-Charles et Thomas vont nous entretenir. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un sujet politique dans le meilleur sens du terme. Et le droit et la politique, en général, font plutôt bon ménage. Merci, merci Marc. Alors justement, peut-être une question, Jean-Charles. Jean-Charles Savouré, en fait, est-ce que vous pouvez peut-être préciser les notions et surtout les distinctions entre secret professionnel et confidentialité des avis des juristes? Voilà, revenir vraiment sur la distinction entre ces deux notions et peut-être expliquer comment, enfin, en droit français, quelle notion va prévaloir sur l'autre, en fait. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Merci Marc et merci Marie-Astrid pour ces propos introductifs qui présentent effectivement tout à fait bien la problématique dont il va être question au cours de ce webinaire. Et je crois en effet qu'il est important, avant d'entrer dans le vif du sujet, de faire un point rapide des deux notions clés qui régissent la matière, vous l'avez rappelé, le secret professionnel d'une part et le legal privilege d'autre part. Alors, deux mots sur le secret professionnel. Le secret professionnel, vous le savez, se définit comme une obligation. C'est l'obligation qui pèse sur le professionnel de conserver secrètes les informations dont il est dépositaire à raison de sa profession. C'est l'article 226-13 du Code pénal qui le dit, et cet article s'applique à tous les professionnels, et donc parmi ces professionnels, les professionnels du droit, et parmi les professionnels du droit, les avocats et les juristes d'entreprise. Alors, à la différence du secret professionnel qui est vu comme une obligation, le legal privilege, lui, est un droit. C'est le droit pour l'entreprise, ou pour le sujet de droit, disons, le droit pour l'entreprise de s'opposer à la communication des échanges confidentiels avec la personne qui assure son conseil juridique. Et la notion de legal privilege, vous le savez, a vu le jour et continue de se développer essentiellement dans les pays de common law. Donc on voit bien qu'il s'agit de deux concepts différents, une obligation d'une part, un droit d'autre part, mais qui participent d'un objectif commun. Et l'objectif commun, c'est de permettre la confidentialité des échanges entre l'entreprise et son conseil juridique. Mais je voudrais ouvrir ici une parenthèse importante pour rappeler qu'il ne faut pas se méprendre sur l'idée qui sous-tend cet objectif. Vouloir soustraire aux saisies et aux communications obligatoires les échanges juridiques entre l'entreprise et son conseil juridique, ce n'est pas évidemment chercher à dissimuler une infraction, c'est encore moins permettre de la commettre. Ce qu'on cherche à faire au travers de ces deux notions, c'est de permettre à l'entreprise de se confier en toute liberté à son conseil, à son juriste,
et de donner les moyens à ce juriste d'exposer et de présenter sans contrainte et en toute liberté donc à l'entreprise les contraintes légales qui s'imposent à l'entreprise en vue justement de permettre à l'entreprise de s'y conformer. C'est donc un objectif vertueux, c'est un véritable objectif d'ordre public que cherche à atteindre ces deux notions. Alors, bien que poursuivant le même objectif, ces deux notions ont une portée différente et fonctionnent de façon différente, je voudrais simplement rappeler ici une différence importante à mes yeux, sur laquelle on reviendra peut-être au cours de ce webinaire, c'est que dans la mesure où il s'agit d'un droit, il est possible d'y renoncer. En revanche, puisqu'il s'agit d'une obligation, il est impossible au débiteur de s'en libérer, quand bien même d'ailleurs le client le lui demanderait. Et en France, comme on le sait, s'agissant des avocats, c'est un principe qui est tout à fait ferme dans la déontologie des avocats et qu'on trouve sous la rubrique secret général et absolu, sous l'expression caractère général et absolu du secret professionnel. Alors, en présence de ces deux notions que je viens rapidement de redéfinir, à quelle notion faut-il se fier? Alors, vous le savez, le droit français ne reconnaît qu'une seule de ces notions, c'est le secret professionnel. J'ai parlé tout à l'heure de l'article 226-13 du Code pénal. On pourrait également parler d'une autre disposition qui est, elle, tirée de la loi du 31 décembre 71 sur l'organisation des professions juridiques et judiciaires, l'article 55, qui soumet expressément à l'obligation de secret professionnel les personnes qui sont autorisées à donner des consultations juridiques pour autrui de manière habituelle et rémunérée. On en déduit que à la fois les avocats et les juristes d'entreprise sont soumis à cette disposition. Mais ce qui distingue le régime applicable aux avocats et aux juristes d'entreprise, c'est une autre disposition tirée de cette loi de 1971, qui est l'article 66.5, sur lequel je pense que Thomas Bodesson voudra peut-être revenir, article 66.5 qui est applicable aux seuls avocats et qui nous dit que les consultations adressées par un avocat à son client, les correspondances échangées entre l'avocat et son client, et d'une manière générale, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Et c'est de cette disposition qu'il résulte que, indépendamment même de l'obligation qui pèse sur l'avocat, les pièces en question ne peuvent pas être saisies par quelque autorité que ce soit. Et ce qui est intéressant ici de noter, c'est que le client lui-même peut se prévaloir de cette disposition, et on voit bien ici que le secret professionnel, vu comme une obligation, opère ici comme le legal privilege, puisqu'il s'agit à ce moment-là d'un droit pour l'entreprise de s'opposer à la saisie des documents en question. Alors, s'agissant maintenant du juriste d'entreprise, vous le savez, il ne bénéficie d'aucune disposition équivalente à celle qui est prévue par l'article 66.5, et il en résulte que tous les échanges internes avec le juriste d'entreprise sont saisissables au même titre que tout autre document interne de l'entreprise. Et c'est important de bien l'avoir à l'esprit, puisqu'on voit que la protection de ces échanges ne peut en pratique, pour l'essentiel, disons, résulter que par des mesures préventives qui visent à limiter l'établissement ou la circulation incontrôlée de documents incriminables. Alors, j'ai parlé rapidement du contexte français, deux mots sur le contexte international. Le fait que le droit français ne reconnaisse que le secret professionnel ne veut pas dire qu'on doit se désintéresser d'autres concepts et de ce qui se passe ailleurs, et en particulier des pays où le legal privilege est la notion qui prévaut. Il peut être utile, voire même nécessaire, de comprendre, je dirais, les rudiments de droit étranger qui permettent de juger du degré de protection d'un échange, en particulier avec un juriste étranger, qu'il soit interne, in-house, ou qu'il opère via un cabinet d'avocats. Je prendrai simplement rapidement deux exemples pour illustrer ce propos. Dans un litige qui impliquerait une société française, mais qui serait soumis au droit américain, est-ce que les avis qui sont émis par le juriste d'entreprise français, qui sont par définition non protégeables au titre du droit français, seraient-ils protégés au titre du droit applicable, c'est-à-dire du droit américain, sachant qu'aux États-Unis, il n'est pas fait de différence selon que le juriste est in-house ou opère dans un cabinet d'avocats, les deux bénéficiant donc du legal privilege. Belle question. Un deuxième exemple,
dans un litige qui est soumis cette fois au droit français, mais qui implique une société américaine, est-ce que les échanges avec le juriste américain seraient considérés comme protégeables en France au motif qu'ils le sont dans le pays à partir duquel le juriste américain opère? Ce sont de belles questions qui sont d'ailleurs pleines d'incertitudes, mais qui démontrent la nécessité de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, et ce d'autant plus qu'il existe dans bon nombre de ces pays, vous l'avez rappelé Marie-Astrid tout à l'heure, il existe une procédure dite de discovery ou de disclosure qui impose aux parties à un litige de se communiquer réciproquement les pièces en leur possession, qui sont relatives au litige, quand bien même ces pièces leur seraient défavorables. Et donc la manière d'échapper évidemment à cette communication, c'est de faire couvrir, ou c'est de permettre la couverture par le legal privilege des correspondances juridiques internes. Et pour en terminer cette fois avec les aspects, je dirais, internationaux ou européens, Marc nous l'a dit, nous l'a rappelé tout à l'heure, il existe de nombreux pays où le legal privilege est reconnu, y compris en Europe, où le legal privilege est reconnu aux juristes d'entreprise, mais il faut rappeler, pour être tout à fait complet, que la portée de cette protection se trouve aujourd'hui très considérablement réduite ou amoindrie, en tout cas dans les affaires de concurrence européenne, en raison de la position prise par la Cour de justice en matière de concurrence. Vous savez que la Cour de justice considère que la protection des échanges avec le juriste ne peut être accordée lorsque l'avocat ou le juriste est lié à l'entreprise par un rapport d'emploi qui implique une subordination incompatible, selon la Cour de justice, avec ce qui constituerait l'unique justificatif de la protection des dits échanges, c'est-à-dire l'indépendance. Et ceci résulte, vous le savez sans doute, des arrêts AMS de 1982 et plus proche de nous, de l'arrêt AXO de 2000. Donc il faut bien avoir cette jurisprudence à l'esprit, parce que pour regrettable et critiquable qu'elle soit, elle s'impose à nous. Voilà le tour d'horizon auquel je voulais procéder sur ces deux notions, et je vous rends la parole, Marie-Astrid. Merci Jean-Charles. Alors je m'adresse maintenant à l'avocat, Thomas. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur les risques encourus, peut-être avec le cas particulier de l'article 145, avant d'évoquer en fait peut-être la pratique à adopter lors des visites domiciliaires et des perquisitions? Votre micro. Parfait. Merci de ce rappel. Oui, je vais vous donner le point de vue du praticien sur les risques auxquels est exposée l'entreprise dans le cadre d'un contentieux civil et commercial d'une part, dans le cadre d'une perquisition qu'elle émane d'une autorité indépendante ou des autorités pénales. Je dirais peut-être un mot aussi des enquêtes internes. Mais avant cela, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit précédemment par Jean-Charles et Marc, pour, en guise de propos introductif, parler de sémantique, c'est important. Et puis peut-être de sociologie, puisqu'on a parlé de géopolitique, moi je vais parler de sociologie des enquêteurs et du monde judiciaire. Sur la sémantique, il y a un point qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que quelque part, les anglo-saxons sont plus intelligents, plus pragmatiques que nous. Ils ont utilisé deux mots pour définir deux concepts. Là où nous, on utilise un seul mot pour deux concepts. C'est une source de difficulté. Secret professionnel, c'est à la fois l'obligation du professionnel de se taire, mais c'est également le droit opposable. Les anglo-saxons, pour définir l'obligation de se taire, utilisent le terme confidentiality, et pour définir le droit opposable, utilisent le terme legal professional privilege. Donc, deux mots, deux concepts, c'est plus simple. Il faudrait peut-être y réfléchir en France, ça serait une façon d'éviter beaucoup de malentendus. Deuxième observation, plus de nature sociologique. Le secret professionnel en France est quelque chose qui est extrêmement méconnu des enquêteurs, d'une manière générale. Pourquoi? Tout simplement parce que les enquêteurs, qu'ils soient des policiers, des enquêteurs d'une autorité administrative indépendante, voire même des parquetiers, n'ont jamais appris le secret professionnel à la faculté. Beaucoup d'enquêteurs ont une formation comptable, donc ce ne sont pas des juristes, donc ils ne connaissent pas le concept, ils s'en méfient.
Il faut avoir l'esprit qu'en France, nos élites sont sélectionnées dans des grandes écoles où on ne fait pas de droit, sont plutôt des ingénieurs, des intendants, mais pas des juristes. Il y a une méfiance générale du juriste qui fait que tous ces concepts, comme le disait Marx, c'est un petit peu la boîte, le coffre-fort, c'est suspect. Chez les anglo-saxons, c'est différent. On a cette procédure que vous avez évoquée, de discovery ou de disclosure selon les pays, qui impose aux parties de se communiquer toutes les pièces pertinentes d'un dossier, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais cette obligation de transparence extrême, elle a une limite qui est un rempart, qui est le legal privilege. Vous aurez tout sauf mes correspondances avec l'avocat. Et d'ailleurs, il y a on distingue en gros deux sortes de legal privilege. Le legal advice privilege, qui est en matière de conseil, et le litigation privilege, avec d'ailleurs une hiérarchie que dans les textes on ne retrouve pas en France, mais que la Cour de cassation voudrait bien vouloir restaurer. C'est important de parler de cette procédure parce que cette procédure est fondamentale dans les pays de common law. Elle donne lieu à un enseignement d'en gros un semestre sur 3 ans d'études, en général 3-4 ans maximum dans les pays de common law. Ça veut dire que tous les juristes dans des sociétés des pays de common law auront appris le legal privilege. Donc ce concept irrigue la société, que ce soit dans les cabinets, dans les entreprises, dans l'administration, au niveau du pouvoir politique. Là où en France, je dirais, il y a une petite minorité d'avocats qui connaissent, qui apprennent mal d'ailleurs au début et puis progressivement découvrent un peu le sujet. C'est un sujet d'avocats et les avocats adorent ce sujet, le défendent un peu comme la liberté guidant le peuple. C'est un sujet un peu romantique et qui le rend d'autant plus suspect d'ailleurs à l'égard des enquêteurs. Alors pour revenir sur notre sujet, je pense que c'est important de remettre en perspective les concepts. Alors, contentieux civil et commercial en France, on va dire ça marche bien. Ça marche bien. Jean-Charles a rappelé l'article 66.5 qui définit le droit opposable. Hein, c'est une définition positive de ce qui rentre dans le champ du secret professionnel. Le texte est clair. Il dit les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier. C'est un texte extrêmement large. Il n'y a pas, à ma connaissance, de texte aussi large dans d'autres pays. De ce point de vue-là, je pense que on bénéficie d'une position extrêmement forte sur le plan législatif. Il y a par ailleurs d'autres dispositions qu'on retrouve dans le règlement intérieur national des avocats. Je rappelle à cet égard que c'est une valeur décrétale, hein, puisque ce règlement a été adopté par décret en 2005, donc c'est du droit dur aujourd'hui, hein, c'est plus du règlement de club de rugby, c'est du vrai droit qu'on peut faire respecter devant un juge si il y a un désaccord. Et le règlement intérieur va un peu plus loin, et puisqu'il dit le nom du client, l'agenda de l'avocat, les règlements pécuniaires, tout maniement de fonds, toute information demandée par les commissaires aux comptes, etc. On a un petit peu un inventaire à l'après-Prévert, mais c'est extrêmement large. Et devant les juridictions civiles et commerciales, c'est assez respecté. Pourquoi est-ce respecté? Parce qu'en réalité, il y a une particularité en France, c'est que quand il y a un différend, et quand deux parties dans un contentieux ne sont pas d'accord sur ce qui est couvert ou non par le secret professionnel, on va voir le bâtonnier. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire lorsque on est dans le cadre d'une procédure où il y a des avocats, mais lorsqu'il y a une difficulté, une pièce est communiquée dont le retrait veut être est demandé par une partie, on ne va pas voir le juge, parce que sinon on va avoir le débat devant le juge qui retirera peut-être la pièce mais l'aura vue avant, et donc ça pose problème. Donc on va voir le bâtonnier, et il y a des commissions. J'ai à titre personnel été secrétaire de la commission secret professionnel et confidentialité, et on a un rôle de quasi juge qui règle les incidents de communication. Ça marche assez bien, donc de ce point de vue-là, pas vraiment de difficulté, en tout cas en France. Marie-Astrid parlait de l'article 145. L'article 145, vous le connaissez tous. Ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne assez bien de la même manière, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a une pratique qui est bien établie, qui est même rentrée dans les textes, qui est la pratique du séquestre, puisque les pièces sont séquestrées et qu'il y a un dépouillement qui est opéré par l'huissier en présence des conseils des parties, et on va vérifier et s'assurer que les pièces sont ou non couvertes par le secret professionnel et les écarter. D'ailleurs, on fait la même chose également pour
le secret d'affaires qui n'est pas le secret des affaires, pardon, qui n'est pas aujourd'hui notre sujet, mais c'est quelque chose qui donc fonctionne assez bien. La question qui peut se poser et qui s'est posée, c'est celle de savoir si des documents qui seraient appréhendés dans le cadre d'une mesure article 145 et qui seraient couverts par le legal privilege dans le cadre d'un autre pays vont pouvoir être ou non déséquestrés. La Cour de cassation, le litige, enfin la difficulté s'est présentée dans un litige, une affaire technicolore. La Cour de cassation y a apporté une réponse en 2016 par la négative. Il était soutenu par ceux qui considéraient que les pièces couvertes par le legal privilege dans un autre pays devaient être écartées, car le litige au fond qui allait être consécutif à la mesure d'article 145 aurait pu être soumis à un droit étranger devant une juridiction étrangère, et que de ce fait, la pièce en question aurait été écartée dans le cadre de ce contentieux-là. Le juge français, lui, considère que le juge français qui exécute la mesure en France n'a pas à préjuger du droit qui s'appliquera ultérieurement, et par conséquent, malheureusement, eh bien, les pièces couvertes par un legal privilege qui sont appréhendées dans le cadre d'une mesure 145 ne bénéficient d'aucune protection. Un mot maintenant des perquisitions, visites domiciliaires. Alors, on parle de visites domiciliaires, c'est le terme consacré pour les perquisitions, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, dawn raids chez les Anglais, qui sont opérées par des autorités administratives indépendantes ou des directions administratives qui disposent d'un pouvoir d'enquête. Et puis il y a les perquisitions, qui est le terme consacré lorsqu'on est en matière pénale. Alors, je vous avais dit un mot de la sociologie des enquêteurs. Elle est importante, cette sociologie, parce que vous allez avoir affaire à des gens qui ne connaissent pas. Par exemple, quand on a affaire à des contrôleurs, ce n'est pas des enquêteurs, il ne faut pas de perquisition, mais les contrôleurs de l'AFA, par exemple, ce sont principalement des comptables. Ils ne connaissent pas le sujet, ils sont mal à l'aise sur ces sujets-là. Ils ont d'ailleurs une approche qui consiste à essayer de dire que il y avait, il y a 2 jours, le 13e colloque de la commission des sanctions à l'AMF, où étaient présents les représentants du parquet national financier, de l'AMF naturellement, mais également de l'AFA. Et le représentant de l'AFA expliquait que la question du secret professionnel avait été débattue à l'occasion de la discussion sur la loi Sapin et avait été écartée. Et n'avait pas été retenu. Il en déduisait que par conséquent, s'agissant des enquêteurs de l'AFA, le secret professionnel n'était pas opposable. C'est évidemment une approche qui est totalement erronée. Alors pour revenir sur perquisition et visites domiciliaires. Les visites domiciliaires, tout d'abord, et très rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, quelles sont les autorités qui enquêtent? Je dirais d'un point de vue statistiques, celles qui effectuent le plus de visites domiciliaires sont l'AMF, l'autorité de la concurrence, la DGCCRF, la Commission européenne moins, mais ils ont un pouvoir d'enquête extrêmement fort. Le Trésor, les douanes, la CNIL un peu. Voilà, bon, enfin, principalement l'AMF, l'autorité de la concurrence et le fisc. Quelle distinction peut-on opérer? Et encore une fois, pour faire simple, les cas dans lesquels les enquêteurs opèrent sur pouvoir propre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autorisation du juge, et là, leurs pouvoirs vont être en général assez limités. Ils ont le pouvoir de demander d'aller dans les locaux professionnels, se faire remettre, avec insistance d'ailleurs, parce que si vous ne remettez pas les pièces, on va vous reprocher une forme d'obstruction à l'enquête, une forme d'entrave qui est elle-même pénalement sanctionnée. Et puis le deuxième cas, c'est les cas dans lesquels les enquêteurs sont munis d'une autorisation. Et alors là, les pouvoirs sont beaucoup plus forts, parce que vous pouvez leur refuser, vous ne pouvez pas leur refuser l'accès, ils peuvent rentrer, ils peuvent fouiller, et ils ne vous demandent pas, et ils vous demandent tout simplement de les laisser faire. En général, ils vous demandent de les aider. Alors, pour prendre un exemple que je connais très bien, qui est celui de l'AMF, on a affaire aujourd'hui à des gens que je qualifierais de sophistiqués. C'est peut-être aujourd'hui, en France, l'AMF qui est l'autorité de la concurrence, enfin l'autorité administrative d'indépendance la plus respectueuse du secret professionnel. Il n'opère pas une distinction qui est en train de s'opérer maintenant de plus en plus en matière pénale
entre l'activité de conseil et l'activité de défense. Lorsqu'elle vient dans l'entreprise ou dans l'établissement financier, c'est le cas le plus souvent, elle va saisir des boîtes email, prendre une copie de travail qu'elle va remettre en général aux avocats de l'entreprise et elle va laisser un certain temps, 15 jours, un mois, parfois plus, à l'entreprise elle-même pour faire le tri. Donc l'AMF a bien compris, ils font en fait une pratique qui est très répandue en Grande-Bretagne, qui est finalement de laisser à l'entreprise elle-même le soin de faire le tri entre ce qui est couvert par le secret professionnel et ce qui ne l'est pas. Donc ça marche assez bien et à l'occasion du colloque il y a 2 jours, l'AMF s'est vu décerner par le représentant du barreau qui était présent un satisfecit de ce point de vue-là. C'était une façon d'encourager le PNF à faire de même. Le PNF, quant à eux, ont une approche assez brutale. Leur approche est de considérer que, eh bien, on va tout saisir. Alors en pratique, et c'est là qu'il faut vraiment, dans l'instance et la recommandation, préparer quelque part une liste de tous les avocats avec lesquels vous travaillez pour leur demander négativement d'essayer de sortir toutes les correspondances email échangées avec les avocats. Ça marche ou ça ne marche pas en fonction des enquêteurs. C'est toujours quelque chose qui est extrêmement conflictuel, sachant que aujourd'hui, la position du parquet est de considérer que le secret professionnel n'a vocation à s'appliquer en matière pénale que lorsque l'on se situe dans le cadre de l'exercice des droits de la défense. La position qui a été rappelée par le PNF il y a 2 jours lors de ce colloque de la commission des sanctions de l'AMF s'appuie sur une décision du 24 avril 2013 dans une affaire Medtronic en matière d'autorité de la concurrence où la Cour de cassation en chambre criminelle rappelle un principe que je vous lis. Attendu que le pouvoir reconnu aux agents de l'autorité de la concurrence par l'article L 454 du Code du commerce de saisir des documents et supports informatiques trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui commande le respect de la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client, là on est rassuré, mais et lié à l'exercice des droits de la défense, la Cour de cassation rajoute une condition qui n'est pas dans le texte, le texte rappelé par Jean-Charles tout à l'heure, qui est l'article 66.5 de la loi de 71, qui ne fait pas de distinction puisqu'elle dit cette loi en toute matière, que l'on soit dans le domaine du conseil ou de la défense. Et bien là, la Cour de cassation 2013 rajoute une condition puisqu'elle dit est liée à l'exercice des droits de la défense. C'est une distinction qu'on a retrouvée également dans la jurisprudence Paul Bismuth, vous vous souviendrez, où des correspondances entre un avocat et un ancien président de la République avaient été appréhendées. Il avait été considéré qu'on ne se situait pas dans le cadre de l'exercice des droits de la défense et par conséquent, ces correspondances pouvaient être librement utilisées dans le cadre du dossier. Voilà. C'est préoccupant, c'est extrêmement préoccupant. Il y a une réflexion actuellement au barreau sur la question du secret professionnel, car on assiste depuis une dizaine d'années à un retrait assez clair en matière pénale et en matière pénale uniquement, un peu aussi en matière de concurrence, et il faut bien le reconnaître. Mais encore une fois, c'est ce que je vous disais, en matière de contentieux civil et commercial, en matière de visite domiciliaire par les autres autorités, il n'y a pas de difficulté. On a un texte où le secret professionnel est respecté, que l'on se situe dans le domaine du conseil ou dans celui du contentieux. En termes de pratique, oui. Oui, pardon. J'aurais une question aussi sur les risques en fait de coopération internationale entre les autorités. Est-ce que vous pourrez revenir avec... Alors, c'est tout à fait intéressant. Dans une affaire dont j'ai eu à connaître il y a quelques années, qui était une affaire assez sensible politiquement, l'AMF était venue chez ma cliente
et demandait la communication d'un grand nombre de pièces. Et là, un nombre de pièces, notamment avec la maison mère aux États-Unis, et donc un certain nombre de pièces qui auraient été couvertes par le legal privilege aux États-Unis. La position des enquêteurs, que ce soit l'AMF ou le parquet national financier, est de considérer que le legal privilege, ça ne marche pas, et que par conséquent, ils peuvent appréhender. Il y a un moyen de sensibiliser les enquêteurs, et j'ai eu l'occasion de le faire donc, dans le cadre de cette perquisition de l'AMF il y a quelques années, et plus récemment à l'occasion d'un autre dossier important, puisqu'il s'agissait de l'affaire Airbus et de l'enquête de coopération à laquelle la société Airbus avait souhaité apporter son concours aux enquêteurs en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Sensibiliser donc les enquêteurs qui n'y connaissent pas grand-chose, non seulement au secret professionnel, mais au legal privilege, en leur expliquant que dans le cadre de la coopération internationale, ces autorités peuvent être amenées à transmettre les pièces qu'elles auront saisies, et donc elles peuvent être amenées à saisir des pièces couvertes par le legal privilege en France, les transmettre ensuite au DOJ, à la SEC, au SFO, dans des pays où ces mêmes pièces bénéficieraient d'une protection. Et là, on a un véritable problème qui peut justifier qu'une entreprise s'explique avec les enquêteurs pour la sensibiliser à ce risque. Une autre difficulté donc, que j'évoquais dans un dossier plus récent, qui est celle du waiver. Et là, bon, je ne vais pas rentrer dans la technique du legal privilege qui est assez compliquée. Jean-Charles a dit tout à l'heure qu'on pouvait renoncer au secret professionnel. On peut renoncer aussi au legal privilege, mais la difficulté avec le legal privilege, c'est que lorsqu'on y renonce un peu, on renonce à tout. Il y a un concept aux États-Unis qui s'appelle le subject matter waiver, qui fait que si vous communiquez, vous renoncez au secret professionnel, au legal privilege, pardon, sur une pièce, vous renoncez au legal privilege sur la totalité des pièces qui sont en rapport avec le subject matter. Et là, ça peut être catastrophique, dévastateur pour l'entreprise. Peu de monde connaissent ce principe. Je l'ai rappelé à l'attention de l'AMF qui ne le connaît pas et de bonne foi dit mais maître, donnez-moi cette consultation, ce rapport d'enquête, c'est juste pour nos yeux. Eh bien non, c'est pas juste pour vos yeux, parce que si on remet quelque chose spontanément à un contrôleur de l'AFA, pardon, j'ai dit l'AMF tout à l'heure, je pensais à l'AFA, à l'occasion d'un contrôle, eh bien ça constitue aux yeux d'un Américain un waiver de privilege. Et vous allez renoncer à la totalité de la protection aux États-Unis, ce qui peut être dévastateur dans un pays dans lequel on a des procédures de discovery. Voilà, quelques mots très rapidement pour conclure sur les enquêtes internes. Les enquêtes internes qui se développent de plus en plus aujourd'hui dans les entreprises. Je dirais, c'est assez simple là aussi, et ça peut être à la fois simple et compliqué, mais on va faire simple d'abord. Une enquête interne, et c'est le cas de 97%, 95% des enquêtes dans l'entreprise, elles sont conduites par l'entreprise elle-même. Elles ne bénéficient pas de protection, d'aucune protection particulière, en tout cas au titre du secret professionnel. Lorsque l'entreprise décide de recourir à un avocat pour effectuer une enquête interne parce que le sujet est délicat, pourrait avoir des conséquences sur le plan pénal, là, le travail de l'avocat sera protégé. C'est en tout cas la position non tranchée encore aujourd'hui par les juridictions. Le PNF et l'AFA aimeraient bien que les rapports d'enquête interne, même établis par des avocats, ne bénéficient pas de la protection du secret professionnel. Le PNF a bien compris que c'était une position qui n'était pas tenable. On trouve quelques mots dans les recommandations conjointes de l'AFA et du PNF sur ce sujet. Pour ceux qui lisent entre les lignes, vous y verrez également que le PNF accepte quelque part également la protection du legal privilege si, au regard d'un droit étranger, et cela c'est en rapport avec le waiver que j'évoquais tout à l'heure et le risque de subject matter waiver, la communication d'une enquête interne
à une autorité française peut avoir des conséquences graves aux États-Unis. C'est quelque chose que l'on retrouve dans les recommandations conjointes PNF-AFA. Alors, un mot d'une décision très intéressante qui a été rendue il y a 3 ans maintenant en Grande-Bretagne à propos d'une affaire ENRC-INRC, où cette entreprise qui avait eu vent par une alerte interne d'un risque de corruption d'Arabie Saoudite avait décidé de conduire une enquête interne et pour ce faire de mandater un cabinet d'avocats. Est arrivé ce qui arrive bien souvent, c'est que quelques temps plus tard, le SFO a ouvert une enquête pénale sur les mêmes faits. Et le SFO a immédiatement demandé à l'entreprise de remettre les comptes rendus d'entretien qui avaient été établis par les avocats. L'entreprise a invoqué le legal privilege en disant non, c'est du travail d'avocat dans le cadre de l'enquête interne que c'est couvert. Le litige a été tranché en première instance négativement. La High Court a considéré dans un premier temps que finalement les notes qui avaient été prises par l'avocat ne faisaient que relater de l'information factuelle et qu'il n'y avait pas cette plus-value intellectuelle de l'avocat qui fait qu'on aurait de l'avis juridique et par conséquent, la High Court a considéré que les notes d'entretien de l'avocat n'étaient pas couvertes par le legal privilege. Il y a eu un appel avec un arrêt de principe aujourd'hui définitif, qui n'a pas donné lieu à un pourvoi de la part du SFO, qui était la partie opposante, et la Cour d'appel, dans sa décision, qui est une bonne décision dont on pourrait s'inspirer en France, va rechercher l'intention de l'entreprise au moment où elle mandate son avocat. Elle dit, si l'entreprise a eu recours à un avocat dans cette affaire-là, c'est bien parce qu'elle anticipait qu'il y aurait une difficulté de nature juridique et par conséquent, ça doit être protégé. Le critère est de bon sens, me semble-t-il, et je pense que nous serions bien inspirés en France de nous en inspirer. Pardon pour ce pléonasme. Merci Thomas. Alors, je m'adresse maintenant aux juristes d'entreprise. En pratique, Jean-Charles Savouré, quelles sont vos recommandations en fait, sur les pièces à risque, ce qui est protégé, ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'il y a selon vous aussi des solutions extrêmes à mettre en place au sein des entreprises? Et peut-être aussi terminer vos propos sur le positionnement de la fonction juridique interne au sein de l'entreprise. Comment la direction juridique doit être positionnée et justement pour protéger l'entreprise. Donc peut-être déjà un mot sur ce qui est protégé, ce qui n'est pas et les pièces à risque. Alors, si vous permettez, Marie-Astrid, je vais inverser l'ordre de vos deux questions et je voudrais commencer par d'abord un rappel de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que nous sommes donc les entreprises françaises dans un environnement où les écrits juridiques internes ne sont pas protégés et donc la seule protection possible consiste à prendre des mesures préventives. Alors, les mesures préventives, il n'y en a aucune qu'on peut qualifier de remède miracle, mais moi j'en ai identifié un certain nombre que je vais rapidement énumérer. Et donc, la première mesure, Marie-Astrid, c'est précisément celle qui concerne le positionnement de la fonction juridique interne. La fonction juridique interne de l'entreprise est par définition la mieux à même de gérer toute cette problématique qui tourne autour de la confidentialité. La plupart du temps, d'ailleurs, il s'agira d'échanges avec la direction juridique interne, donc les documents en question, on peut facilement mettre la main dessus. Mais s'agissant des correspondances entre avocats, il faut rappeler que le secret professionnel qui s'attache à ces correspondances n'implique pas que la correspondance en question soit adressée à un juriste de l'entreprise. La protection s'appliquera de la même manière. Mais ce qui est important, c'est de s'assurer au sein de l'entreprise que ces correspondances d'avocats, ces analyses d'avocats, ces consultations d'avocats sont bien comprises, sont bien interprétées et ne donnent pas lieu à une diffusion incontrôlée, puisque ça amoindrirait bien entendu la portée du secret professionnel. Et c'est pourquoi le positionnement de la fonction juridique interne est absolument impératif. La fonction juridique doit être évidemment investie de l'autorité nécessaire pour décider dans quelles circonstances il convient de faire appel à un avocat. La fonction juridique doit évidemment être informée immédiatement des circonstances, des cas de survenance d'enquête ou de perquisition. Et je dirais last but not least, les rapports de la fonction juridique avec ce que j'appellerais les fonctions sensibles doivent être bien définis. Et par là, j'entends notamment la fonction conformité, dont l'objet
est précisément de travailler, enfin d'identifier et peut-être de qualifier les déviances réglementaires au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier point, positionnement de la fonction juridique interne. Le deuxième point, c'est évidemment, c'est presque un lieu commun de le dire, mais c'est la formation. C'est impératif qu'une formation adéquate soit dispensée à l'intérieur de l'entreprise, aussi bien d'ailleurs à destination des juristes qui ne sont pas tous familiers avec les notions de secret professionnel et de juriste d'entreprise. Donc c'est important que le juriste donc sache identifier les dossiers à risque. Thomas a tout à l'heure rappelé dans quelles circonstances, enfin quel type de dossier devait être considéré comme particulièrement à risque, les dossiers de concurrence, les dossiers de corruption, les dossiers de CNIL, de vie privée, de protection de la vie privée. Les risques également qui sont liés à un défaut de sensibilisation des populations dont ils ont la charge, et également la manière de correspondre en interne. Je reviendrai dans un tout petit instant. Formation du management des opérationnels de l'entreprise également, c'est fondamental. Il est important de bien identifier à l'intérieur de l'entreprise les fonctions d'où le risque est le plus susceptible de provenir. On pense notamment aux directions des ventes, aux directions du marketing, aux directions qui sont chargées aux services qui sont chargés des rapports avec les canaux externes de commercialisation, mais également les fonctions, à nouveau, les fonctions sensibles, c'est-à-dire la direction de la conformité, je l'en ai déjà parlé. On peut aussi parler de la direction financière, qui est la mieux à même de s'intéresser à la régularité des flux financiers à l'intérieur de l'entreprise. Troisième mesure, s'interroger sur l'opportunité de certaines solutions que j'appellerais extrêmes. Il y a des entreprises qui peuvent être tentées par mettre en place une situation de risque zéro dans l'entreprise. Alors ces risques zéro, comment les concrétise-t-on? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les concrétiser? Une première mesure qui consisterait à délocaliser la fonction juridique. D'autres que moi en ont parlé, de la délocaliser vers un pays qui reconnaîtrait l'insaisissabilité des échanges juridiques au sein de l'entreprise. Alors, bon, c'est une solution, c'est une option, évidemment, mais il faut savoir que c'est une option qui aurait un certain nombre de faiblesses. Et la première faiblesse, c'est qu'évidemment, elle ne suffirait pas à éliminer tous les risques, puisque même le juriste français qui serait délocalisé dans un pays reconnaissant le legal privilege continuerait, par définition, de s'entretenir avec ses clients qui sont en France, et les pièces qu'il échangerait avec ce client resteraient bien entendu saisissables par une autorité française. Il y a une deuxième mesure extrême qui consiste à établir une sorte de politique qui consisterait à dire les juristes ne doivent rien écrire. Alors on l'a déjà vu proposer, suggéré par certains. C'est une solution qui évidemment paraît assez peu réaliste. Le musellement complet du juriste interne dans sa communication rendra évidemment très délicate, très difficile l'accomplissement de sa mission. Quatrième mesure, l'identification des dossiers et pièces à risque de l'entreprise. Bon, évidemment, quand un problème de confidentialité arrive, c'est généralement que ce problème a commencé par se manifester par le lancement d'une enquête. Et ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est évidemment mettre en place un mécanisme de communication sur le fond de cette enquête, sur la manière dont elle va se dérouler et sur les analyses qui vont être échangées autour des faits qui font l'objet de cette enquête. Donc la manière de communiquer en interne, il faut la remettre en chantier. S'agissant de protéger l'existence, évidemment, c'est important pour la direction juridique d'identifier immédiatement, lorsqu'une enquête commence, d'identifier immédiatement les pièces qui sont protégeables et celles qui ne le sont pas. Alors, les pièces protégeables, on a vu que c'était évidemment les correspondances et les rapports que nous avons avec les avocats, mais attention, il y a une jurisprudence récente qui nous apporte quelque chose d'intéressant. La jurisprudence à la fois européenne et française admettent aujourd'hui que les correspondances internes dont l'objet serait de retranscrire un avis fourni par un avocat doivent être considérées, elles également, comme protégeables au même titre que l'avis lui-même. Donc, cela résulte d'une jurisprudence d'ailleurs européenne, déjà ancienne, qui est la jurisprudence ILTI, qui date déjà de 1989, mais elle a été rappelée, cette jurisprudence, ou plus exactement transposée, si j'ose dire, par la Cour de Paris dans une affaire récente, qui est l'affaire Whirlpool, où la Cour de Paris, en 2017, donc, a annulé la saisie de pièces
effectuée par l'autorité de la concurrence auprès de la société Whirlpool, au motif que, bien que n'étant pas adressée par un avocat, elle reprenait une stratégie de défense mise en place par l'avocat de la société. Voilà, je cite l'attendu important de cette décision. Autre mesure, développer ce que j'appellerais une méthodologie de l'écrit. Évidemment, quand un problème sensible ou des communications sensibles sont à mettre en place, le mieux est sans doute de privilégier la communication orale. Mais il y a des moments où la communication écrite est nécessaire. Lorsque l'écrit est nécessaire, la recommandation qu'on peut faire, c'est évidemment de s'en tenir aux faits sans avoir à les qualifier. Une chose, par exemple, est de dire l'entreprise dispose d'une part de marché de, je ne sais pas, 55%. Une autre chose est de dire l'entreprise dispose d'une position dominante sur son marché. Donc d'un côté, il y a un fait, d'un autre côté, il y a une qualification. Donc ça c'est important, donner des faits, mais s'en tenir aux faits. Veiller à labelliser courrier confidentiel avocat les courriers ou emails qui sollicitent l'avis d'un avocat ou même informant l'avocat des faits qui sont nécessaires à l'analyse qu'on lui demande. Stocker les correspondances juridiques dans une base de données spécifique, gérée éventuellement à partir d'un serveur étranger ou gérée à partir d'un cabinet d'avocats, ça peut être utile également. Et à chaque fois que c'est possible, reprendre dans ses écrits l'analyse ou l'avis qui a été préalablement fourni par un avocat. C'est les jurisprudences Hilty et Whirlpool que je viens de citer. Il y a une chose à laquelle on ne pense pas et qui est presque un peu anachronique, mais à propos de cette problématique, on peut se demander s'il ne faut pas préférer le courrier papier. Le courrier et les courriels, ça se diffuse partout. Le courrier papier, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça aussi, c'est une recommandation qu'on peut faire, c'est de réfléchir à la question de l'utilisation du courrier papier pour émettre des communications sensibles. Et enfin, ne pas chercher à surprotéger ou à qualifier de correspondance protégeable quelque chose qui ne l'est pas. Voilà, j'en ai terminé. Alors, sur les enquêtes internes, Thomas a évoqué le sujet. C'est évidemment un point important, très important pour les juristes d'entreprise. Je pense que l'une des recommandations qu'on peut faire, c'est que les directions juridiques disposent en interne d'une sorte de vadémécum qui explique aux intervenants dans les enquêtes internes les grands principes à respecter, les comportements, la manière de conduire des auditions, savoir si un rapport doit être fait ou pas, sachant que le rapport est en principe saisissable, etc. etc. Voilà, en gros, la liste ou une liste de remèdes qu'on peut apporter à la difficulté que nous rencontrons, nous, les entreprises en interne. Et là-dessus, Marie-Astrid, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Jean-Charles. Peut-être avant de prendre des questions qui apparaissent, j'aimerais juste vous entendre sur un mot, en fait, pour conclure, vous donner chacun la parole. Si vous aviez un conseil ultime à donner aux juristes d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui, quel serait-il? Thomas. Oui, en fait, j'en donnerai deux. Après avoir entendu Jean-Charles parler d'organisation de la fonction juridique, le premier, ce serait d'être prudent en ce qui concerne la fonction compliance, parce que aux États-Unis, notamment le DOJ, l'approche est de considérer que la fonction compliance n'est pas une fonction juridique et que par conséquent, le legal privilege ne s'applique pas. Il faut avoir ça dans un coin de sa tête, c'est important. Les questions que pose le DOJ à propos d'entreprise, c'est fait-il partie ou non de la direction juridique ou de la direction compliance? Parce que selon le cas, le legal privilege s'appliquera ou non. C'est bien de le savoir. Non, la recommandation que je souhaiterais faire, c'est en matière de perquisition. J'ai vu beaucoup de mes clients être tentés par une certaine forme de complaisance avec les enquêteurs, parce qu'évidemment, on n'a jamais envie d'être en mauvais termes dans une entreprise avec les enquêteurs, surtout lorsqu'on est une entreprise régulée et qu'on a affaire aux régulateurs. Cette tentation, elle est mauvaise, parce qu'elle est de nature à faire renoncer à des droits qui existent et qu'il n'y a pas de raison de ne pas respecter. Par conséquent, c'est pour ça, et je prêcherai un petit peu pour ma paroisse, lorsque vous avez des perquisitions, sont par définition des moments tendus, difficiles.
c'est bien d'avoir l'avocat qui est dans un coin pour rappeler quels sont les textes, ce qui permet aux juristes d'entreprise d'avoir le rôle de good cop et de laisser à l'avocat le soin de rappeler les textes et donc de préserver quelque part le juriste d'entreprise dans sa relation ultérieure, parce qu'autrement, je l'ai trop vu, le juriste d'entreprise va un peu renoncer à pas mal de choses sous l'effet de la pression des enquêteurs. Ok, merci beaucoup. Jean-Charles, conseil ultime. Moi, je dirais très rapidement que cette question qui tourne autour de la confidentialité des échanges, c'est vraiment essentiel qu'elle soit présente à l'esprit de tous les juristes d'entreprise. Je dis ça parce que on a beaucoup entendu dans le passé, on l'entend moins maintenant, mais on a beaucoup entendu dans le passé qu'il s'agissait d'une question, d'une part d'une question académique, disaient certains, et on entendait que cette question se posait essentiellement aux grandes entreprises et uniquement à elles, et uniquement parmi ces grandes entreprises à celles qui étaient confrontées à des problèmes de droit de la concurrence. Je crois et j'espère que ce qui vient d'être dit montre bien que ces deux croyances sont aujourd'hui complètement hors du temps, en particulier à une époque où l'accent est mis sur la conformité. La question de la confidentialité se pose, donc il faut bien que ce soit clair pour tout le monde, se pose tout secteur confondu, quelle que soit la taille des entreprises. La loi Sapin, encore récente, est là pour nous le rappeler. Donc, moi, mon seul message aux juristes d'entreprise, c'est qu'ils se forment et qu'ils se familiarisent à toutes ces notions et bien entendu qu'ils continuent de se montrer mobilisés autour de toutes les initiatives qui peuvent se manifester pour faire en sorte que la réglementation actuelle évolue dans le sens souhaité par les entreprises. Parfait, merci. Marc, le conseil ultime du président de la FJE? C'est dangereux les conseils ultimes, mais non, deux mots parce que beaucoup a été dit. Deux mots. Le premier, c'est effectivement la dimension sociologique, culturelle qu'évoquait Thomas tout à l'heure. Je pense qu'on est à une croisée des chemins et cette question de la sensibilité aux informations sensibles, à la classification, presque une forme de risk management de ces écrits et des informations et de la donnée, c'est quelque chose de très important. Et oui, on est dans un pays où il est important que les juristes reprennent toute leur place. Et donc, inévitablement, on est entré dans une phase où, et je pense que c'est important qu'on joue notre rôle en tant que juriste d'entreprise, mais en lien avec les avocats, et on travaille main dans la main sur ce sujet-là, c'est de faire comprendre, y compris aux régulateurs, y compris au pouvoir public, qu'il y a un enjeu là, qui est un enjeu profondément culturel, de changement de perspective et de rôle qu'on veut faire jouer au droit dans notre société et dans nos entreprises. Et là, c'est quelque chose qu'on doit faire, nous y compris juristes d'entreprise, vis-à-vis de nos directions opérationnelles et vis-à-vis de nos directions générales, c'est tout à fait essentiel. Au-delà de cette dimension plus générale, sur l'organisation, je suis d'accord sur ce que disaient et Thomas et Jean-Charles. Sur la fonction conformité compliance, c'est important et les FJE, on plaide pour qu'elle soit dans les directions juridiques. Par rapport notamment à ce que disait Thomas, on voit cette tentation parfois de la faire glisser ailleurs. Pour nous, c'est important qu'elle soit et qu'elle siège dans les directions juridiques. Ça nous paraît vraiment tout à fait essentiel et c'est quelque chose à quoi on doit être attentif en interne. Et le dernier point, et Jean-Charles ne sera pas surpris, la question de la formation. J'insiste là-dessus. Pour les juristes, la formation continue est quelque chose de tout à fait essentiel parce que sur ces sujets-là, il y a à la fois beaucoup de technicité et beaucoup d'actualités sur lesquelles on doit être vraiment en pointe et on doit considérer ça comme un élément parfaitement essentiel parce que sur ces questions de protection des informations sensibles, ces questions liées à la conformité, on doit absolument se former en permanence. Ça me paraît tout à fait fondamental pour notre rôle dans l'entreprise. Merci Marc. Alors juste une question parce que le temps filant qui nous a été posé par écrit, donc je m'adresse à tous les trois. Avez-vous des exemples de cas sur la question du legal privilege applicable aux juristes français en cas de loi américaine applicable au litige? Je répète, avez-vous des exemples de cas applicables aux juristes français en cas de loi américaine applicable au litige?
Alors, je veux bien tenter de répondre à celle-là, peut-être si vous voulez compléter, mais si la question, telle que je la comprends, c'est quelle est la valeur du secret professionnel d'un juriste français dans le cadre d'un contentieux aux États-Unis, je dirais que ce n'est pas tellement une question de droit, c'est plus une question de forum qu'une question de droit applicable. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, et je crois que ça doit être un peu la boussole, c'est quel est le juge qui va statuer. Parce qu'on a tous nos habitudes, et le juge américain va statuer avec ses habitudes de juge américain, le juge français avec ses habitudes de juge français. C'est pour ça que le juge français, dans l'affaire Technicolor, a rendu la décision qu'il a rendue. Aux États-Unis, dans un premier temps, il y a eu un courant de décision où le juge américain avait tendance à conférer une protection à un avis juridique de juriste d'entreprise non protégé en France parce qu'il raisonnait par analogie à ce qui se passe dans son pays. Aujourd'hui, quelqu'un a eu, je dirais, l'astuce de dire mais non, vous savez, en France, il n'y a pas de protection pour les juristes d'entreprise. Et aujourd'hui, les avis des juristes d'entreprise français ne sont pas protégés aux États-Unis. Voilà, si c'est ça la question, voilà ma réponse. Parfait, très bien. Alors, le temps filant, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir prendre d'autres questions. En revanche, pour votre information, vous pouvez retrouver tous les éléments qui ont été développés lors de cette intervention sur le site de Lexis 360 Entreprises. D'une part, dans une fiche pratique qui est intitulée « Legal Privilege secret professionnel, comment protéger l'entreprise » qui est rédigée par Jean-Charles Savouré. Et d'autre part, 2 articles qui sont parus dans la Revue internationale de la compliance et d'éthique des affaires, intitulés « Secret professionnel à l'épreuve des contrôles AFA » et « Confidentialité des enquêtes internes conduites par les avocats », rédigés par Thomas Baudesson et Sophie de chez Clifford. Pour votre information également, l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur la chaîne de YouTube de LexisNexis. Il me reste à conclure ce webinaire. Marc Mousset, Jean-Charles Savouré et Thomas Baudesson, je vous remercie infiniment pour vos interventions, pour le temps que vous nous avez consacré et votre expertise. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.